Mesdames, messieurs, ce qui choque aujourd'hui, c'est qu'Astrid Kassabi, devenue veuve à seulement 39 ans, affirme que les rumeurs apparues après la mort de Bébert ont sali les derniers instants d'un homme déjà brisé par la maladie. Pour la première fois, elle raconte ce qu'elle avait toujours tu. Derrière l'énergie folle du chanteur des Forbans se cachait une fatigue profonde qu'il dissimulait avec acharnement. Une nuit, dans leur salon, son corps a cédé. Cette chute, qu'ils ont tenté de minimiser, a conduit à un diagnostic brutal qui a bouleversé tout leur quotidien. Astrid décrit le silence, l'angoisse, le refus de son mari de transformer sa souffrance en spectacle. Elle se souvient aussi du poids écrasant de cette promesse qu'il lui avait faite de respecter. Protéger leur vie privée jusqu'au bout, même lorsque tout s'effondrait autour d'eux. Astrid Kassabi retrace leur histoire en commençant par ce soir où tout a basculé. Non pas celui de la fuite de Bébert, mais celui de leur rencontre des années auparavant lors d'un événement caritatif à Paris. Elle n'était pas une admiratrice venue chercher une photo. Elle travaillait dans l'organisation de la soirée et ignorait presque tout du succès des Forbans. Cette absence totale de fascination avait intrigué Bébert. Il lui avait parlé avec une simplicité déconcertante, loin du personnage explosif que tout le monde connaissait sur scène. Astrid se souvient d'un homme drôle, pudique, encore marqué par la solitude qui avait ponctué l'après-gloire des années 80. Le courant était passé immédiatement. Leur relation s'était construite loin du bruit, loin des caméras, dans une vie de famille qu'il chérissait plus que tout. Il disait souvent qu'Astrid lui avait redonné un axe, un équilibre, après des années à courir d'un concert à l'autre sans jamais souffler. Mais au fil du temps, elle avait remarqué de minuscules alertes, des essoufflements qu'il attribuait au manque de sommeil, des crispations musculaires qu'il faisait passer pour de simples courbatures. Bébert détestait les médecins. Il repoussait toujours les examens. Astrid, malgré ses inquiétudes, n'insistait pas trop. Elle redoutait d'ouvrir une porte qu'il tenait obstinément fermée. Puis un soir, alors que les enfants dormaient, il s'était appuyé contre le mur pour se stabiliser. Son visage s'était déformé quelques secondes avant qu'il ne retrouve son masque souriant. Elle avait compris qu'il minimisait quelque chose de sérieux, mais il lui avait demandé de ne rien dire, d'attendre. Il répétait qu'il n'était pas fait pour le rôle du malade. La chute brutale dans le salon avait mis fin à ce déni. À l'hôpital, les médecins avaient livré un diagnostic qu'Astrid n'évoque qu'à demi-mot, par respect pour la pudeur extrême de son mari. Elle confie simplement que c'était grave, sans répit possible. À partir de là, leur vie avait changé. Bébert avait exigé que tout reste secret, pas d'annonce, pas de communiqué, pas d'apparition affaiblie. Il voulait que le public garde de lui l'image d'un artiste debout, plein d'énergie. Astrid, elle, avait accepté, mais le prix émotionnel était immense. Elle devait gérer les traitements, les consultations clandestines, les questions des proches, tout en continuant à offrir une atmosphère stable pour les enfants. Elle se souvient des nuits blanches passées à écouter sa respiration, des réveils brusques lorsqu'il souffrait en silence, de la peur d'un nouvel effondrement. Pourtant, jamais elle ne l'avait vu perdre courage. Bébert se battait avec une dignité bouleversante, refusant la plainte. Il continuait à écouter de la musique, à raconter des anecdotes, à accrocher des photos des enfants au mur. Il savait que la lutte serait longue, mais il disait qu'il voulait rester soi-même jusqu'au bout. Le couple avait ainsi vécu dans une bulle, un parenthèse hors du monde. Astrid ne parlait à personne de ce qu'elle portait sur les épaules. Elle ne voulait pas qu'on s'apitoie sur elle, ni qu'on voie son mari comme un homme diminué. Elle reconnaît aujourd'hui que cette omerta les a peut-être isolés, mais c'était la seule manière de respecter le souhait de Bébert. Ils s'étaient promis de préserver leur intimité coûte que coûte. Ce pacte silencieux est devenu la colonne vertébrale de leurs 3 dernières années ensemble, un fil fragile qu'elle tient qu'encore aujourd'hui avec une loyauté presque sacrée. La période précédant la mort de Bébert reste la plus difficile pour Astrid Kassabi, parce qu'elle concentre à la fois la dégradation physique de son mari, les tensions silencieuses au sein de leur foyer et les premiers échos extérieurs qui allaient déclencher plus tard un torrent de rumeurs. Tout commence quelques mois avant la fin, lorsqu'un proche, surpris de ne plus voir le chanteur en public, commence à poser des questions insistantes. Bébert, affaibli, refuse catégoriquement de répondre. Astrid doit alors improviser, inventer des explications bénignes pour protéger la vérité.
Cette pression extérieure devient rapidement un poids supplémentaire, car chaque interrogation semble menacer leur secret. À mesure que la maladie progresse, les médecins recommandent des consultations plus rapprochées, parfois en urgence. Les horaires tardifs et les déplacements discrets alimentent des soupçons parmi le voisinage. Personne ne voit le couple se disputer, mais les chuchotements commencent. On parle de tensions, de problèmes financiers, de retrait social inexpliqué. Astrid, épuisée par les soins, n'a pas l'énergie de se justifier. Elle espère que le silence suffira à étouffer les commentaires. Elle ignore que ce mutisme deviendra plus tard une arme contre elle. L'état de Bébert fluctue de manière imprévisible. Certains jours, il retrouve une partie de sa force, plaisante avec les enfants, écoute de vieux titres, presque comme avant. D'autres jours, il ne peut plus se lever, la douleur l'empêche de parler. Astrid reste à ses côtés, sans interruption. Les nuits se ressemblent. Elle dort par fractions, écoute le moindre mouvement, prête à intervenir en cas de crise. Elle n'en parlera jamais publiquement, mais confie qu'elle vivait dans une alerte permanente, un état émotionnel comparable à celui des aidants confrontés au déclin inexorable d'un proche. À l'extérieur, les rumeurs prennent de l'ampleur. Certains fans s'étonnent de ne plus voir le chanteur depuis trop longtemps. Des messages apparaissent sur les réseaux sociaux. Il se passe quelque chose. Pourquoi se cache-t-il? Les Forbans se séparent-ils? D'autres insinuent, à tort, des conflits familiaux, voire une rupture entre Bébert et ses anciens camarades de scène. Astrid voit tout cela défiler, mais reste fidèle au pacte. Ne rien dire, ne rien confirmer, ne rien démentir. Elle ressent cependant un malaise grandissant, comme si la pression extérieure commençait à fissurer leur forteresse de silence. L'avant-dernier mois est le plus éprouvant. La maladie atteint un stade où les visites médicales deviennent presque quotidiennes. Bébert perd du poids, se fatigue rapidement, et son moral vacille pour la première fois. Il dit un soir à Astrid qu'il ne veut pas devenir un sujet de conversation. Elle le rassure, le veille, mais sent que la lutte devient trop lourde pour lui. Malgré cela, il reste d'une dignité exemplaire, remerciant chaque soignant, refusant d'apparaître affaibli devant ses enfants. Puis survient ce que la presse appellera plus tard le silence de trop. Pendant plusieurs semaines, aucune nouvelle n'émane du couple. Aucun signe de vie sur les comptes officiels, aucune photo. Des internautes imaginent le pire, certains allant jusqu'à accuser Astrid de cacher quelque chose de grave. Quelques commentaires deviennent violemment personnels. Elle, déjà brisée par les nuits blanches et l'angoisse, découvre avec stupeur qu'on l'accuse de négligence, voire de s'être éloignée de son mari. Ces attaques infondées et cruelles la blessent profondément. La fin approche dans un climat d'incompréhension générale. Astrid protège Bébert jusqu'au dernier souffle. Elle limite les visites, préserve le calme, veille à ce que les enfants ne voient que leur père lucide, jamais en plein combat contre la douleur. La veille de sa mort, il lui confie une phrase qui deviendra une boussole pour elle. « Ne laisse personne dire ce que je n'ai jamais vécu ». Cette injonction, à la fois douce et grave, scelle la responsabilité qu'elle portera après son départ. Le jour fatidique, Bébert s'éteint à domicile, dans la discrétion totale, entouré seulement de ses proches. L'heure exacte est 6h12 du matin. C'est Astrid qui découvre la respiration affaiblie, puis interrompue. Elle appelle immédiatement le médecin, comme convenu. Lorsque la nouvelle commence à circuler, les réactions se déchaînent. Beaucoup pleurent l'artiste. D'autres, dans l'ombre des réseaux sociaux, relancent leurs insinuations. Cette vague haineuse devient insupportable pour la jeune veuve. Et c'est là que se produit le twist final. L'autopsie administrative demandée automatiquement en cas de décès à domicile confirme que Bébert est mort dans un contexte d'accompagnement familial continu, réfutant de manière scientifique toutes les rumeurs de solitude ou de négligence. Astrid, en lisant le rapport, comprend qu'elle possède désormais la preuve irréfutable qui lui permettra de parler et de rétablir la vérité. Après la mort de Bébert, la vie d'Astrid Kassabi se retrouve brutalement projetée au premier plan, alors qu'elle n'y avait jamais aspiré. Elle doit désormais affronter un double choc, celui du deuil, violent et irréversible, et celui des responsabilités administratives, financières et familiales qui s'abattent sur elle avec une rapidité implacable. La disparition d'un artiste ne laisse jamais un vide seulement affectif. Elle ouvre aussi un chapitre complexe où se mêlent droits d'auteur, contrats, héritage et obligations légales. Astrid découvre ce monde sans y être préparée. Elle parle d'un labyrinthe où chaque démarche exige une force qu'elle n'a plus. Le patrimoine de Bébert, contrairement à ce que laissent penser certaines spéculations, n'a jamais été celui d'une star multimillionnaire.
Les Forbans, bien que icônes populaires, ont surtout connu leur sommet dans les années 80. Les revenus principaux de Bébert provenaient encore de ses droits d'auteur, de ses prestations occasionnelles et de quelques contrats liés à l'image du groupe. Astrid doit donc assumer la gestion de ses revenus résiduels. Elle apprend, tardivement, qu'un artiste continue de générer des droits posthumes. Rediffusion télévisée, passage radio, vente numérique, synchronisation éventuelle. Ces montants varient d'un mois à l'autre, mais offrent une base financière qu'elle doit superviser seule. En parallèle, elle doit faire face à des factures accumulées pendant les années de maladie. Certains traitements n'étaient que partiellement remboursés. Les déplacements médicaux fréquents ont laissé un ensemble de dépenses que la famille n'avait pas anticipées. Astrid se rend alors compte que la maladie ne fragilise pas seulement les corps, elle bouscule aussi la stabilité économique des familles. Elle se retrouve à rencontrer plusieurs conseillers, à signer des documents dont elle peine à comprendre chaque ligne, tout en veillant sur ses enfants et en affrontant une douleur encore vive. La maison familiale, où Bébert s'est éteint, devient soudain un symbole ambivalent, refuge intime d'un amour fort, mais aussi rappel permanent de l'absence. Certains proches lui proposent de la vendre pour repartir à zéro. Astrid refuse, du moins pour le moment. Elle explique qu'elle doit d'abord remettre de l'ordre dans ses pensées avant de prendre une décision aussi définitive. Elle préfère consacrer son énergie à stabiliser la situation des enfants et à honorer les dernières volontés de son mari, qui souhaitait que la famille reste soudée. Les réseaux sociaux, eux, continuent à être une source de douleur. Malgré les preuves officielles qui disculpent totalement Astrid, certaines personnes persistent à alimenter des rumeurs. Elle choisit alors de répondre non pas en s'acharnant, mais en exposant calmement les faits. Les soins reçus, la présence constante de la famille, la volonté profonde de Bébert de vivre sa maladie dans la discrétion. À sa grande surprise, de nombreux fans comprennent sa démarche. Les messages de soutien affluent peu à peu, équilibrant enfin la balance émotionnelle. Un autre pan de l'héritage de Bébert concerne la mémoire artistique. Les Forbans représentent une part importante du patrimoine musical populaire français des années 80. Astrid est contactée par plusieurs journalistes, producteurs et organisateurs d'hommages. Certains veulent revisiter la discographie du groupe, d'autres envisagent des émissions spéciales. Au début, elle hésite. Elle craint que ses projets ne profitent du décès récent. Mais elle finit par accepter quelques propositions sélectionnées avec soin, celles qui respectent la dignité de son mari. Elle veut qu'on se souvienne de lui pour ce qu'il a été, un artiste généreux, sincère, proche de son public. Sur le plan personnel, la reconstruction est lente. Astrid parle d'une nouvelle vie imposée qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle apprend à réorganiser son quotidien, à faire face seule aux décisions importantes, à rassurer les enfants lorsqu'ils posent des questions difficiles. Elle confie que certains jours sont écrasants, mais qu'elle s'accroche à une phrase dite par Bébert « Tu dois vivre, même après moi ». Ces mots, répétés dans son esprit, deviennent un moteur fragile, mais réel. Avec le temps, elle commence à envisager de créer une fondation ou une action caritative en mémoire de son mari, tournée vers les artistes malades ou les familles touchées par des diagnostics lourds. Rien n'est décidé, mais l'idée germe doucement. Pour elle, honorer l'héritage de Bébert ne consiste pas seulement à préserver ses œuvres, c'est aussi prolonger sa générosité. Les dernières heures de Bébert se déroulent dans une atmosphère d'une douceur presque irréelle, malgré la gravité du moment. Astrid Kassabi décrit une nuit calme, sans agitation, où chaque geste, chaque souffle semblait suspendu. Le chanteur était installé dans la chambre qu'ils avaient préparée ensemble, afin d'éviter de nouveaux déplacements médicaux. Les médecins avaient validé ce choix. Les soins pouvaient être prodigués à domicile, dans un cadre familier, protégé des regards extérieurs. La lumière tamisée, les photos des enfants sur le mur et la musique qui les met en fond créaient un environnement apaisant. Le soir précédant sa disparition, un médecin de garde était passé pour vérifier l'évolution de la maladie. Il avait constaté une fatigue accrue, mais rien qui annonçait une urgence immédiate. Il avait simplement conseillé une surveillance renforcée et un repos total. Bébert avait peu parlé. Il avait serré la main d'Astrid un peu plus longtemps que d'habitude, comme pour lui signifier qu'il était prêt à se reposer enfin. Les enfants, eux, étaient venus lui dire bonne nuit. Il leur avait répondu par un sourire faible, mais parfaitement lucide. Cette scène, simple mais essentielle, restera gravée dans la mémoire d'Astrid. La nuit avance sans incident. Astrid reste éveillée presque entièrement, assise dans un fauteuil près du lit. Elle écoute la respiration de son mari, régulière puis progressivement plus légère. À un moment, vers 5 heures du matin, elle remarque un changement subtil. Le rythme devient plus lent, plus espacé.
Elle appelle alors l'infirmière de garde, déjà informée de la situation. L'infirmière arrive rapidement, examine le chanteur, ajuste un traitement léger destiné à soulager l'inconfort. Rien n'indique une détresse aiguë. À 6h12, la respiration s'interrompt. L'infirmière confirme la cessation d'activité cardiaque, dans un silence total. Astrid, présente à moins d'1 mètre, comprend immédiatement ce que signifie cette absence de mouvement. Elle reste immobile quelques instants, incapable de détacher son regard. Le décès est constaté officiellement quelques minutes plus tard. Conformément à la procédure pour un décès à domicile, le médecin traitant est contacté, puis les autorités de santé afin de valider les documents nécessaires. Aucune agitation, aucun cri, aucun drame spectaculaire. Bébert est parti dans une atmosphère paisible, accompagné jusqu'à la toute dernière seconde. Cette vérité factuelle, confirmée par les professionnels présents, devient l'un des points centraux du discours d'Astrid lorsqu'elle décidera de prendre la parole publiquement. Aujourd'hui, Astrid Kassabi avance avec une prudence mêlée de force nouvelle, consciente que son rôle ne consiste plus seulement à porter le deuil, mais à préserver l'héritage moral et humain de Bébert. Elle répète qu'elle ne veut pas qu'on se souvienne de lui à travers les rumeurs qui ont circulé, mais à travers la vérité, celle d'un artiste aimé, entouré et accompagné jusqu'à son dernier souffle. Elle continue d'expliquer calmement ce qu'ils ont traversé, non pour attirer l'attention, mais pour éviter qu'un récit déformé ne s'impose à la place de celui qu'ils ont réellement vécu. Pour elle, la reconstruction passe par cette parole maîtrisée, par l'éducation des enfants aux souvenirs justes de leur père, et par le refus de céder à la violence des réseaux sociaux. Astrid affirme qu'elle ne cherche ni polémique ni vengeance. Elle veut seulement que la dignité de son mari soit respectée. Un jour, dit-elle, elle espère transformer cette épreuve en action solidaire, mais elle avance pas à pas. Et au fond, une question demeure pour chacun. Que transmet-on réellement lorsqu'on quitte ce monde? Un nom, une œuvre, ou la façon dont on a été aimé par ceux qui sont restés?